On va tout de suite commencer avec Alexandre Contensin. Alexandre, ça a été une démarche pour vous qui est venue de la vie de l'entreprise et de votre propre… voilà, tout chef d'entreprise, contrairement à ce qu'on raconte, n'a pas une histoire linéaire, mais il y a des histoires parfois chaotiques. Et c'est parfois ces accidents que l'on trouve d'autres inspirations et d'autres virages. C'est en tout cas la façon que chacun a, je crois, de rebondir, qui fait qu'on découvre peut-être d'autres choses que l'on n'avait pas vues avant. Ouais, c'est vrai que c'est un peu expiatoire présenté comme ça, Christian, mais en effet, nous, on a comme beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, une croissance qui était extrêmement, enfin, qui était basée sur, il n'y avait pas vraiment d'analyse stratégique, c'est-à-dire qu'on avait, on construisait, on se développait de manière opportuniste. Et puis, la mécanique s'est grippée, c'était en 2016 et il a fallu réinventer le modèle. Et sinon, je pense qu'on serait mort sans ça. Et on s'est basé sur ce qui a été très inspirant pour nous, c'était un livre de Simon Sinek qui disait: «Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites?» Et ça a été merci, Christian. Alors, ça, si vous voulez rentrer à Mars at Work, première épreuve, lire le bouquin, C'est ça, apprendre quelques citations, sinon vous ne passez pas le pas de la porte. Voilà. exactement. Et ça a été, et c'est ce travail sur le why, sur le pourquoi qui a été, qui nous a beaucoup orientés, qui nous a donné une nouvelle dynamique. Et qui nous a permis, dans un second temps, de se dire qu'il y avait aussi peut-être d'autres boîtes comme la nôtre qui souffraient d'une approche très opportuniste de leur business et qui avaient besoin de redonner du sens, déjà pour construire leur stratégie et incidemment pour engager leurs collaborateurs et leurs clients. Et ce travail qui était, enfin, que nous, on appelait le travail sur le why, a trouvé un nom français à travers la loi Pacte, puisque la loi Pacte a apporté cette notion de raison d'être, qui était une expression, une autre manière de définir le why, et que nous, on a traduit comme la conscience que l'entreprise peut Le avoir. why, c'est sa version anglaise, c'est pas la version marseillaise. On met Non, le why, hein. ça peut être ça aussi. Ça peut être Euh, ça aussi. Et c'était plutôt ce transfert de conscience, la conscience que le groupement pouvait avoir des enjeux sociétaux et environnementaux qu'il avait en dehors de son activité économique. Et ça, c'était très intéressant parce que c'était apporté par le droit, ce qui était assez nouveau. Et on a commencé à se passionner pour cette notion-là parce que on l'a interprété comme le point de départ de toute la stratégie de l'entreprise, qui pouvait la conduire aussi grâce au droit à un travail sur l'entreprise à mission. Ça pouvait lui permettre de devenir, d'aller, de prouver de manière très profonde sa démarche avec la loi qu'elle allait se fabriquer elle-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle une démarche de soft law. Elle pouvait aussi, sinon, Nicolas pourra mieux en parler que moi, se rapprocher d'une démarche plus normative à travers des labels type ISO, Bicorp, etc. Ou après, elle pouvait s'engager dans des actions qui ne rentraient pas forcément dans un champ contrôlable, comme ce que nous, par exemple, on va pouvoir faire avec Mars at Work. On est dans une démarche d'entreprise à mission, mais on a tout un tas d'actions dans lesquelles on est engagé aujourd'hui, qui s'inscrivent ni dans une entreprise à mission, ni dans une démarche ISO, et qui vont permettre de donner de prouver cette conscience du groupement, qui aujourd'hui est imposée quand même est attendue par un triptyque, qu'il soit juridique, politique ou citoyen, où on sent quand même qu'il y a un gros attentisme de la part de ces trois entités. Ça a été particulièrement fort pendant le Covid, avec une littérature très abondante sur le sujet, et qui a fait naître, à partir de là, au niveau des organisations, soit la volonté d'afficher des convictions, soit d'avoir une approche qui soit plus pragmatique. C'est-à-dire que dans ce pragmatisme, il y a l'idée que parce que je vais venir nourrir la conscience de mon organisation, la sanctuariser, l'écrire, la communiquer, je vais pouvoir nourrir mon organisation d'assets qui vont lui donner
sa propre autonomie quelque part, et qui, dans une logique de patrimonialisation, et ça c'est Mathieu qui pourra mieux en parler, pourront avoir ces assets une valeur de transmission. Et ce qui nous a aussi intéressé avec le fait que ce soit le droit qui propose aujourd'hui d'inscrire sa raison d'être dans ses statuts, c'est que à une période où le PDG d'AXA disait encore il y a quelques années qu'à 4 degrés de plus, le monde ne serait plus assurable, c'est peut-être une liberté qui est laissée aux organisations de se doter de cette raison d'être, mais il y a fort à parier que le droit demain sera peut-être plus dur, et qu'au même titre qu'aujourd'hui, on est responsable de l'engagement, des engagements sociaux et fiscaux des entreprises avec lesquelles on travaille. Il y a fort à parier que le droit se durcisse demain et impose à toutes les organisations d'afficher clairement leurs engagements, ne serait-ce que pour des raisons d'assurance, comme je le disais à l'instant. Voilà. Juste un mot, Alexandre, qui me semble important, c'est que même chez ceux qui sont engagés dans cette démarche-là, que ce soit par exemple des startups qui sont sur des problématiques technologiques qui ont trait à l'environnement, que ce soit des entreprises qui ont fait des mutations, on voit qu'il y a une difficulté à mettre en mots. Alors ça concerne le communicant que tu es, ça concerne le journaliste que je suis, parce qu'on est souvent ceux qui vont essayer de trouver les mots pour faire partager ça, mais il y a aussi une façon de communiquer et de partager qui s'impose aujourd'hui aux entreprises. Il ne suffit pas de dire j'ai bien fait, j'ai le label FSC, etc. On en a parlé tout à l'heure. Il faut que ça puisse être partagé, compris par les salariés, par les fournisseurs, par les clients. Et ça, c'est quelque chose qui demande effectivement un vrai travail je dirais, de traduction, d'explicitation. Absolument. Le risque, et on l'a vu avec toutes les raisons d'être qui ont été très rapidement produites, parce qu'il y avait aussi une mécanique d'aubaine pour beaucoup d'entreprises, de, je vais pas dire de séduire ou de prouver qu'elles voulaient laver plus blanc que blanc, de se retrouver en fait dans un entre-deux. Et il y a, enfin, il y a une notion d'équilibre à trouver en fait. C'est-à-dire que on doit pas tomber, pour moi l'entreprise ne doit pas tomber dans une vision complètement idéalisée et un peu cucul à la praline, qui risque de l'engager avec un risque de greenwashing qui serait important, ou à l'inverse trop prudente, qui risque d'arriver à une raison d'être qui soit molle ou vide de sens. Donc, il y a cette notion déjà de bien se connaître et de prendre le temps de le poser, et de ne pas courir. Ce n'est pas une course à l'échalote, en fait. Il y a pas de. Aujourd'hui, on a encore la chance de pouvoir se donner sa propre temporalité quand on est entreprise. Et c'est important que ce soit le collectif qui fabrique les bons mots. Ce n'est pas que de la com, en fait. Voilà. Il y a Non, une, tout à fait.